Dans les pas de Ludovic Lamotte, mesdames et messieurs, Ludovic Lamotte, comme vous le savez, celui que la presse américaine avait surnommé le Chopin noir. Donc, dans les pas de Ludovic Lamotte, c'était Emmanuel David Bontemps. Question donc de dire bonjour à Margaret Papillon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs de Métropole. J'ai bien fait de mettre un petit peu de romantisme là-dessus, là, tout de suite. Absolument. Je suis une sentimentale. Oui, et tout à fait. Mais enfin, je vais aussi donc à parler, ce qui m'amène tout de suite à parler donc du deuxième tome de votre roman. Oui. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. J'en ai parlé vendredi pour la vente signature de La Promise, tome 2. Et qui nous embarque toujours dans cet univers de ces femmes, comme on pourrait dire, puisque vous prenez vraiment plaisir à nous les présenter, ces genres de femmes. Absolument, puisque ce sont des personnages vraiment volontaires, déterminés et toujours dans le schéma de vouloir maintenant avoir cette part de bonheur qu'elle semble maintenant vouloir avoir accès à ne plus finir. Alors les personnages sont forts, ils sont des battants, ils sont des humains avant tout, avec leurs sentiments, leurs peurs, leur rage, leur frustration, leur colère et leur désir d'aimer à n'en plus finir. Oui, et ils deviennent de plus en plus, comment dire, palpables, j'allais dire malléables. On peut les rencontrer beaucoup plus encore parce qu'il y a cette possibilité de nous les présenter différemment, parce que depuis La Marginale, depuis Tendre de son corps, il y a une autre manière de présenter par Margaret Papillon maintenant. C'est qu'elle a mûri, je dois dire. Bon, j'espère que je suis comme le bon vin. Ah, tout à fait. Plus ça devient vieux, plus c'est bon, alors. Non, ça me fait quand même 26 ans d'expérience et je pense qu'après avoir eu mes premiers pas dans l'écriture à l'âge de 13 ans, je pense que ça me fait beaucoup de milléage à mon compteur maintenant. Il faut que les gens le comprennent aussi, c'est parce que, bon, elle a commencé très tôt, donc sur nous, et je dois dire, et qui nous permet de l'avoir ici aussi. Alors, on se souvient donc, de ce premier tome, cette rencontre merveilleuse entre cette dame et ce diplomate, et tout ce qui s'est passé entre eux. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je ne vous demande pas de dévoiler vraiment toute l'histoire, mais il y a quand même des rencontres, des choses extraordinaires qu'on peut aller chercher, et notamment avec, bien sûr, le vaudou en toile de fond. Oui, voilà. Je pense que c'est un thème intéressant à aborder et c'est peut-être quelque part un petit peu caché et inusité de pouvoir parler du fait d'être promise à les lois vaudou. Et là, c'est le cas de Rachel Assali. Et j'ai sciemment décidé de donner le rôle principal à une descendante d'Arabes. Je pense que c'est un thème assez fort dans mon roman, parce que je pense qu'on ne leur donne pas assez de place dans notre société, tandis qu'ils font partie d'Haïti, que ce sont des Haïtiens à part entière qui se sont installés ici en 1891 et là ça fait un bail. Alors c'est cette jeune Heureusement, fille. il y a eu encore des documentaires, on ne va pas revenir là-dessus, mais on a des documentaires qui nous sont proposés aussi d'ailleurs, qu'on a vus, et c'est quand même très important de comprendre que eux aussi font partie de notre pays et ont leur place aussi. Oui, ils ont d'autant plus leur place qu'ils sont venus sans rien et maintenant ils en ont beaucoup. Je pense que c'est des exemples à suivre et des modèles aussi à accepter dans notre société pour pouvoir nous permettre aussi d'avancer et d'accéder à ces richesses que eux-mêmes ils ont pu avoir à partir d'un travail vraiment très sérieux et très élaboré. D'autant reçus comme tels, puisque les dieux vaudous peuvent les adopter, j'ose m'exprimer ainsi. Bon, vous savez, et la réussite, c'est toujours 10%
De talent. De talent et 90% de travail. Ouais. Quelle que soit la société dans laquelle on vivrait, je pense qu'il n'y a pas une affaire de je vais chez le Hongan et puis je fais une petite prière et puis là, brusquement, je deviens riche. Oh, non. C'est beaucoup de travail. D'accord. Alors, dans ce roman, c'est cette jeune fille qui est promise au loi vaudou et qui est incapable maintenant d'avoir une vie amoureuse, d'avoir une vie sentimentale, parce qu'elle refuse cet héritage familial reçu de sa grand-mère, qui l'avoue aux lois. Et là, maintenant, on va assister au déploiement, maintenant, des forces mystiques pour la forcer à accepter ce qu'elle ne veut pas. Alors, je pense que c'est un thème intéressant sur plusieurs points. Et nous allons voir aussi, à travers ce roman, la dictature des Duvalier. Bon, évidemment, la dictature des Duvalier, moi, depuis 1987, j'en parle et je la dénonce. En fait, toute forme de dictature aussi, même celle des militaires avec Martin Thomas. On a vu ça avec la Marginale et on a visité Fort Dimanche, les prisons et tout. Avec Oui. On l'a vu aussi avec la Mal-Aimée, la puissance de ces gens-là quand ils veulent vous faire ployer. Vous voyez que j'ai bien raison d'avoir commencé par parler de la Marginale et tout cela aussi. De pouvoir dire que ces personnages ont grandi, ont mûri. Absolument. Depuis Bon, je pense que mon écriture maintenant a beaucoup mûri aussi. Oui, pour parler de ces personnages qui ont mûri, je veux parler de votre écriture, cela dit en passant. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais faire passer. Et au fait, le titre, si vous voulez, le sous-titre, c'est donc L'héritier du prince. C'est un peu mystérieux, ce sous-titre-là. On a l'impression que je parle d'un prince charmant. Voilà, on est parti et tout cela. Ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire chez nous, c'est que nous avons l'habitude de choisir des titres. Et c'est vraiment formidable aussi, d'ailleurs. Non, ce titre a été choisi à bon escient. C'est-à-dire que dans mon livre, le prince n'est autre que Jean-Claude Duvalier. Et l'héritier du prince, bon, sans vouloir dévoiler l'histoire, c'est un descendant de notre ancien président, de ce prince-là. Et c'est une histoire tout à fait inventée. J'insiste sur le fait et je l'ai répété plusieurs fois dans mon livre. Toute ressemblance. C'est une fiction et là, je me suis permis vraiment j'ai laissé libre cours à mon imagination dans ce livre-là et on va visiter aussi la dictature de François et la dictature de Jean-Claude et à travers ce voyage, c'est comme un devoir de mémoire qui se fait. Alors, je pense que nous allons visiter aussi le monde des mystères, le monde des esprits. Voilà. Ce n'est pas pour rien si j'ai débuté l'émission avec Aux esprits de l'eau sur le piano de David Bontemps, qui est un adepte bien sûr de Ludovic Lamotte. On l'a senti aussi. Et on terminera bien sûr avec Emmanuel David Bontemps, qui lui aussi. Vous êtes toujours à Montréal? Non, je vis à Miami. Voilà. Depuis plusieurs années. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire pour Emmanuel David Bontemps. Alors si on revient, pour faire donc cette petite parenthèse, on va revenir sur le roman, l'avant-signature qui a eu lieu samedi. Oh, l'avant-signature, ça a été super. Oui, beaucoup de succès. Bon, ce n'est pas inhabituel, mais quand même, cette fois-ci, j'ai senti un peu plus d'engouement et tout. Et là, les gens m'attendaient bien avant 10h et la signature était supposée être de 10h à 2h et elle s'est prolongée jusqu'à 4h de l'après-midi. On a pratiquement fermé sur le dernier lecteur en train d'acheter et ça a été super. Et la dernière lectrice, que je pourrais dire, qui a été l'ex-ministre de notre culture, Lila Desquion, qui s'est déplacée pour l'événement, là, ça a été super. Elle doit pouvoir se retrouver aussi dans ce roman. Alors, je suppose qu'elle a envie de lire. aussi, parce que on ne saurait oublier le fameux Loco-Miroir. Voilà, et tous les autres écrits de Lila. Non, je dis entre autres, dans la mesure où on parle de cela, oui, bien sûr. Et voilà. Et ça m'a fait plaisir aussi d'avoir l'ambassadrice de Suisse avec moi, qui est Edita Vokral.
Ça a été comme un bain de fraîcheur quand elle m'a dit, mais vous savez, il y a quelqu'un qui m'a parlé de votre écriture et je suis étrangère, mais j'ai commencé à lire vos livres et là, je ne m'arrête pas. Alors là, ce sont de très belles choses. Voilà. Ah oui, ce sont de très belles choses. Et puis j'ai rencontré tous mes lecteurs qui sont venus et qui ont passé un moment avec moi, qui ont lu le premier tome d'ailleurs. Absolument, absolument. Qui ont été achetés le deuxième tome depuis mercredi, puisque depuis mercredi, le deuxième tome était en librairie, qui n'ont pas pris la chance de venir samedi pour l'acheter. Alors, on ne sait jamais, oui. Voilà, les ruptures de stock. Ouais, on ne sait jamais. Alors là, ils sont venus, et ils ont eu leur dédicace aussi. Et puis bon, Madame Anaïs Lavenet de Communication Plus. Elle a su bien faire les choses. Voilà, Madame Monique et Lafontaine aussi de la Pléiade. Ils ont étalé une bonne quinzaine, une bonne vingtaine de titres de moi. Et là, les gens ont pu acheter les titres qui leur manquaient, découvrir des titres qui n'étaient pas sur le marché depuis une bonne vingtaine d'années. Dans le fameux M de McDonald's aussi. Oui. Entre autres. La fameuse histoire. Alors là, ça m'a fait plaisir. Vraiment, ça a été une ambiance du tonnerre. Et là, je remercie chaleureusement mes lecteurs, mes fans, qui sont toujours là pour moi. Et vraiment, c'est quelque chose d'important. Pour moi, j'ai le prix du public chaque jour. Et il n'y a rien de plus merveilleux pour un auteur que ça. Superbe. Alors donc, Margaret Papillon, est-ce qu'il y aura donc une autre signature de prévu? J'aurais aimé venir à Port-au-Prince chaque semaine pour faire une bonne signature, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Et je pense revenir très certainement au mois de décembre, essayer de recommencer à faire les écoles parce que j'ai fait les écoles quand j'habitais à Haïti. Et ça, c'était des moments extrêmement merveilleux. Parce qu'avec ma collection de littérature jeunesse, qui est une collection importante, parce que comme tu le sais, la raison d'être de mes livres jeunesse, c'est faire découvrir Haïti aux enfants. Faire découvrir nos patrimoines, nos richesses culturelles, touristiques, nos patrimoines classés, patrimoine mondial par l'UNESCO, comme le Pic Macaya, comme la citadelle, la Feria. Voilà, la légende de Quisqueya. Une surprise extraordinaire avec la légende de Quisqueya, c'est que lors de mon récent passage, là, en février, il y a eu tout de suite après mon départ une conférence sur une nouvelle grotte qu'on a découverte sous le Pic Macaya, qu'on a baptisé Marie-Louise Bumba. J'ai une amie qui m'a contacté sur Facebook. Elle m'a dit, c'est incroyable, la grotte dont tu parles dans la légende de Quisqueya, on l'a trouvée. C'est formidable. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'il y a, dans la légende de Quisqueya, je parle d'une rivière qui est à l'intérieur de cette grotte-là. Et cette rivière a été retrouvée dans la grotte Marie-Louise Bumba. Comme quoi? Comme quoi? J'ai été bien inspirée. Pour rester dans la logique de la promise, je voudrais dire, ils ont fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont venus vous chercher pour vous faire visiter et on va leur donner la possibilité d'en parler. On pourrait dire comme cela? Ah oui, absolument. Et je crois que ça m'arrive assez souvent. Je parle de certaines choses dans mes livres et puis là, les gens m'appellent au téléphone ou bien me contactent sur Facebook pour me dire, mais la chose dont tu as parlé de Martin Thomas, la chose que tu as parlé dans tel ou tel autre roman, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Alors, pour moi, ça me fait chaud au cœur. Je pense que travailler la nuit, subir des insomnies pour avoir ces résultats-là, c'est formidable. Tout à fait, c'est très bien. Alors voilà, donc pour parler de cela, je vous propose tout de suite un fameux allegro sur Marron Inconnu. Toujours Emmanuel David Bontemps. Merci Margaret Papillon. Merci Daniel, merci aux auditeurs et à très bientôt. À très bientôt. Merci.